Dans ce deuxième épisode, on va parler de comment classer les arts martiaux à notre époque moderne, en 2025. On va parler aussi du Bartitsu. Et qu'est-ce que développent les arts martiaux de nos jours, c'est-à-dire les aspects physiques, Psychique mental et social. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break Podcast. C'est parti, bienvenue à tous dans ce deuxième épisode De Kung Fu Coffee Break Podcast. Et là, tu avais envie de nous proposer une thématique, Elliot. Absolument, une thématique à notre ère moderne, n'est-ce pas? Dans le sens, voilà, est-ce que les arts martiaux ont encore leur place dans cette ère moderne, à l'ère des couteaux, des armes à feu Est-ce qu'ils sont pas devenus obsolètes? Voilà. Absolument, c'est la question que je me pose. Bah non. Et... ah bah voilà, allez, fin du podcast, c'est fini, merci à tous. Très bien. Non, on va développer un peu quand même. Bien sûr. Moi, tu vois, quand tu m'as proposé ce sujet-là, c'est un peu la réflexion que je me suis faite, c'est-à-dire, c'est un peu la question, un peu qu'il y a Monsieur Tout le Monde qui pourrait se poser en mode, voilà, on est à une ère moderne où tu as peut-être en face de toi quelqu'un qui peut te sortir une arme à feu, et alors on pourrait se poser la question, tiens, les arts martiaux, ils sont peut-être voués à disparaître parce que ça sert plus à rien au final, tu vois, parce que tu peux rien faire dans ces situations qui sont extrêmes. Donc moi c'est un peu comme ça que je l'ai pris ta question. Ouais. C'est ça, c'est un peu ça que t'avais en tête, quoi. Oui, bien sûr, oui, voilà, comment faire face. Et puis quand on parle d'arts martiaux, on parle aussi de kung-fu, d'arts martiaux traditionnels, qui sont un peu décriés par rapport au sport de combat, etc. Donc, et puis quand même moi j'en parle, que ce soit à mes amis ou à mes proches ou à ma famille, quand je dis que je fais du kung-fu, on me dit, voilà, on me fait le signe du coup de pied de Karate Kid, etc. Ouais, Donc, ça c'est les représentations. voilà, c'est les gens tout à fait. sur le mot kung-fu, ouais. Dans l'idéal populaire, c'est ce qu'ils pensent. Donc voilà, remettre un peu l'église au milieu du village. Et, ouais. Déjà, ce qu'on peut peut-être commencer par faire, c'est essayer de voir les différentes catégories, on va dire. C'est-à-dire, bien sûr. si on part des arts martiaux, on va dire ancestraux, comment à notre époque moderne on les voit dans nos paysages, quoi. Et ça me rappelle un livre de Mika Illouz que j'avais pas mal aimé, qui s'appelle Riposter, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Et il avait essayé, par exemple, de faire une première catégorisation, on peut dire, c'est-à-dire des arts martiaux ancestraux, comment ils ont évolué dans la société moderne. Et bon, on l'a évoqué quelque part au début, il y a quelques minutes, sans dire le terme, mais on l'a dit, peut-être la self-défense. Ouais. Voilà, non, on ça, l'a pas dit encore. On l'a pas dit, on peut le dire. Voilà, ça serait une première catégorie, donc les arts martiaux utilisés en tant que self-défense. Ce qu'il proposait dans son livre, Mika Illouz aussi, c'est les arts martiaux en tant que sport de combat. Donc certains ont évolué en sport de combat. Ouais, c'est ça dont t'as parlé. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Et finalement, la dernière catégorie qu'il voit, c'est juste les arts martiaux, qu'il appelle simplement les arts martiaux, avec des pratiques qui seraient quelque part ni centrées sur la self-défense, ni centrées sur les sports de combat, mais qui seraient juste des pratiques ancestrales qui seraient encore perpétuées, comme on peut jouer, je sais pas moi, d'un instrument de musique ancestral, on le joue encore à notre époque de la même manière, tu vois. Ça c'est un peu les catégorisations qui présentent dans ce livre-là, où j'ai plutôt adhéré, tu vois. Et il y a pas longtemps, si tu te rappelles, il y a Sifu Alex qui a fait un podcast avec Sifu Vikoti, qui est un Sifu de Wing Chun en Angleterre, et il proposait une catégorisation un petit peu différente, que je vais reprendre, qui moi me sied bien aussi, c'est-à-dire, bon, déjà, première catégorie, ok, self-défense, sport de combat. Enfin, quand je dis première, c'est pas forcément dans un ordre spécifique. Oui. C'est pas numéro 1, numéro 2. Non, voilà. Mais en tout cas, ce qui peut
ce qui peut transparaître dans le paysage moderne. Donc, sport de combat, self-défense, les arts martiaux dits de performance, c'est-à-dire les arts martiaux, par exemple, qui sont utilisés pour faire du cinéma, par exemple. Tu vois. Donc, on est en dehors de la self-défense, parce que là, c'est voué à faire du cinéma, par exemple. On est en dehors de l'aspect compétition, parce que c'est clairement pas ça, mais c'est les arts martiaux pour le spectacle. Tu vois. Ok, d'accord. Ouais. Et quelque part, si tu prends certaines disciplines qui ont pris de l'essor ces dernières années, je pense notamment au karaté artistique, tu vois, c'est le genre de Ça discipline. existe, ça? Ouais, ça existe. Ah, ok. Ouais, c'est des nouvelles disciplines qui sont nées, un peu à l'heure du cinéma quelque part, tu vois, d'accord. où on a besoin de quelque chose de beaucoup plus spectaculaire et qui se rapproche plus de quelque part de la gymnastique aussi. Donc des disciplines qui sont beaucoup plus aériennes, beaucoup plus spectaculaires, qui en jettent à l'écran, tu vois. Le wushu quelque part, tu vois, les compétitions de wushu moderne, quelque part pourraient rentrer dans cette catégorie-là de performance, d'arts martiaux un peu spectacle, tu vois. Donc voilà, lui c'est ce qu'il propose aussi comme catégorisation. Et enfin la dernière catégorisation qu'il propose, c'est les arts martiaux dans le domaine militaire. Ok. Tu vois, à différencier du domaine civil. Domaine civil, ça serait, la self-défense pour monsieur tout le monde. Quoi qu'on en pense, hein, mais voilà, on va pas rentrer dans les détails sur cet épisode-là peut-être, mais d'un autre côté, t'as les militaires. Et finalement, si tu prends un art martial, j'aime pas trop appeler le Krav Maga un art martial, c'est une méthode plutôt moderne, mais bon, c'est la terminologie, mais une méthode moderne comme le Krav Maga, pour avoir côtoyé plusieurs personnes qui le pratiquaient, à la base, c'est plutôt militaire, c'est une approche militaire, c'est-à-dire ça a été fait en Israël pour les forces spéciales ou militaires de base, et ça s'est décliné par la suite dans le civil. Hein. Mais quelque part, tu peux pas tellement calquer ce que tu fais sur le champ de bataille, tu vois, à quelque chose de civil. Enfin, il faut, tu vois. T'es pas sur le même théâtre d'opération. Exactement, t'es pas sur le même truc. Si t'es militaire, t'as forcément des armes. Donc que ce soit des armes à feu, armes type armes de poing ou armes fusil d'assaut, jusqu'au couteau, jusqu'aux mains nues. C'est pas quelque chose que tu peux calquer sur le civil, tu vois. Donc il y a forcément une différenciation à faire là-dedans. Donc voilà, ça me convient bien comme catégorisation. Moi, j'en proposerais une 5e par contre. D'accord, laquelle? Qui est les arts. Alors, j'ai un peu du mal à la définir. Ok. Mais les arts martiaux style Tai Chi Chuan, tu vois. Ah, interne alors? Non. Parce que non, je veux dire les arts martiaux qui se sont détachés de leur enveloppe physique. Non, pas à ce niveau-là, mais je veux dire qui ne sont plus employés maintenant. Ouais, un peu ça. Qui sont plus employés maintenant avec le but dans lequel a priori ils ont été créés. Bien sûr. C'est-à-dire si tu prends pour moi le Tai Chi Chuan aujourd'hui, c'est un art martial qui est vraiment pas axé sur le combat. Tu peux pas dire ça. Tiens. Non. On est vraiment dans une discipline de bien-être, le terme fourre-tout là que tout le monde utilise, qui est le développement personnel. Tiens, si voilà, on est dans ce registre-là et uniquement dans ce registre-là, parce que quelque part pour moi, ce terme-là, développement personnel, tous les arts martiaux quelque part te développent, que ce soit un sport de combat, que ce soit une pratique, on va dire beaucoup plus traditionnelle. C'est du développement personnel parce que tu t'enrichis, tu vois, en faisant les arts martiaux, on va le développer après. Mais il y en a qui tombent que dans ça, tu vois, que dans le bien-être. Et je trouve que le tai chi, il tombe vraiment dans cette case-là. Alors bien sûr, il y a des gens, mais de manière vraiment marginale, qui utilisent encore le tai chi chuan dans leur côté martial, mais ils sont vraiment marginal, quoi. Tu vois. Oui, c'est pas la majorité, quoi. Non, c'est vraiment pas la majorité.
Et d'autant plus que maintenant, si tu as envie de faire des arts martiaux pour transpirer, pour apprendre à te défendre ou quoi, a priori, tu te diriges pas vers ça. Non. C'est tellement connoté aspect bien-être et santé que tu te diriges plus vers ça. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui est tai chi, etc. C'est plus, c'est vraiment catégorisé en mode vraiment, voilà, c'est pour entre guillemets les vieux, quoi. C'est pour les personnes qui ont besoin de faire des exercices de manière très souple. Ouais, on est etc. dans de la gymnastique, Voilà, quelque gymnastique part, de douce. l'entretien, mais le côté martial a disparu. Ouais. Et pourtant, dans Tai Chi Chuan, enfin, je le dis mal, mon mandarin est pas très bon, mais C'est pas grave. le Chuan, c'est l'équivalent cantonais de Kun. Ah, ok, donc c'est ok, d'accord, Point. c'est pour le point. Point. Ça Ah ouais. signifie, Chuan, ça signifie la boxe, tu vois. Quand tu vas à Hong Kong, tu entendras rarement parler derrière le nom d'une discipline Kung Fu, comme c'est le cas en Occident, mais tu entendras parler de Wing Chun Kun, Hung Gar Kun, Tang Lang Kun, etc., etc. Et dans les arts martiaux plutôt du Nord, en tout cas où on parle mandarin, c'est plutôt le terme Chuan qui est utilisé. Et Chuan, ça veut dire le point, la boxe, le style. Ouais, d'accord. Donc à l'origine, on est vraiment dans un art martial, Ouais. qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Après voilà, c'est aussi l'évolution de certains arts martiaux qui tombent là-dedans. Voilà, je pense à un art martial comme le Systema, par exemple. Hein. Donc pas tous les courants de Systema tombent là-dedans, mais quand même, certains tombent vraiment dans ce côté bien-être. On délaisse un peu le martial pour aller chercher autre chose, tu vois. Et il y a pas longtemps, j'ai encore vu un courant d'aïkido qui était bien aussi dans ce courant-là aussi, tu vois. Donc Oui. toi, ancien aikidoka, Ancien aikidoka, tout qu'est-ce à que ça te fait. fait quand tu Après- vois ce genre de pratique? Bah après, bon, j'ai eu 2 professeurs différents d'aïkido, un qui était dans le nord de la France et un autre ici dans le sud. Mais après en soi, l'aïkido, ça utilise des attaques, comment dire, qu'on va pas faire dans la rue entre guillemets, Ouais, pas je veux très dire, moderne. Donc c'est vraiment attaque mimétisme d'une attaque de au sabre, en fait, voilà. hein, c'est ça. Ce qui a été fait Ouais. à l'époque de la création de l'aïkido, vraiment attaque au sabre, attaque au couteau, enfin ce genre de choses. Mais c'est vraiment, j'ai pas vu beaucoup de coups de pied en aïkido. C'était vraiment à base de saisie, attaque horizontale, diagonale avec la main. Et voilà, ça c'est pour le. Alors c'est très bien si on veut défendre un coup de tesson. Voilà, c'est très bien, pas de souci. Mais des overhands, des crochets, etc., Ouais, bien c'est sûr. beaucoup plus compliqué. Et l'aïkido, a- c'est un art martial aussi assez sur l'énergie interne, Ouais, etc. ouais. Donc voilà, mais s'ils peuvent moderniser ça, Après, il y a après il y a certains courants j'en ai qui vu le certains font. courants Oui, qui vraiment qui essayent d'utiliser l'aïkido, tu vois, en mode je défends quelqu'un qui arrive avec une grosse patate de forain ou même quelqu'un qui a quelque chose de beaucoup plus serré, qui attaque avec des directs, tu vois. Donc quelque part tu le vois en systéma aussi, tu vois, il y a des courants de systéma qui sont on invitera Léo, il pourra nous en parler mieux que nous, bien sûr, mais je pense que quelque part n'importe quel art martial, alors peut-être pas la boxe thaï, tu vois, peut-être pas un art martial comme la boxe thaï, qui sont quand même dans le dur, il y a de la compète derrière qui empêche quelque part un peu de Ils frappent tomber contre là-dedans. des bambous, ces gens-là. Ouais, Ils frappent contre des bambous. ouais. Mais quelque part, les approches dites traditionnelles peuvent un peu tomber là-dedans. Et c'est clairement ce que je veux pas dans le Wing Chun, quoi. Ouais, bien sûr. C'est clairement quelque chose que je refuse qui existe dans mon école, tu vois. Oui, bien C'est-à-dire, sûr. on est dans le pratico-pratique, on fait face à des coups de poing, des coups de pied, des crochets, des saisies, du combo. Enfin, c'est ce qui m'intéresse, tu vois. Et j'ai pas du tout envie de rentrer dans une approche énergétique, tu vois. J'ai beaucoup de mal avec ce mot-là. Autant faire du qigong. Enfin, je veux dire, Ouais.
autant aller dans des pratiques, je sais pas, Qigong, yoga, qui sont a priori dédiées à ça, tu vois, et sans travestir nos pratiques qui sont à la base faits pour se défendre, pour combattre, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. donc voilà, ça c'est quelque chose que je veux pas. Et pour en revenir au tai chi, malheureusement, moi je trouve que c'est trop tombé là-dedans, quoi. Ouais, ouais. Après, bon, voilà, c'est une évolution comme une autre. Après, c'est le piège de certaines disciplines qui disent, voilà, on va aller à l'origine de l'art martial, à l'origine c'était comme ça, on va perpétuer cet héritage, cette origine, etc., à travers les années, les âges, etc. Mais en fait, le monde y change, quoi. Comme dirait Monsieur Mbappé, les arts martiaux, ils ont changé, hein. Donc, les disciplines, il y en avait pas il y a 50, 60 ans. Donc, il faut aussi se mettre à jour, et continuer de développer les arts martiaux qu'on pratique. Ouais. Et s'il n'y a pas la réponse dans les arts martiaux qu'on pratique, ben, chercher la réponse ailleurs, peut-être. Carrément. Ou les incorporer dans la discipline qu'on effectue. Donc si on en revient à notre thématique Oui. du début, en quoi un art martial à notre époque moderne, voilà, si on parle de ces différentes catégories-là, mais on peut élargir aussi. En quoi c'est pas obsolète, et en quoi en 2025 ça a encore toute sa place en tant que pratique. Tout à fait. Et même encore plus que sa place. Non, mais comme tu l'as dit, c'est dans l'enrichissement de la personne. Ouais. Psychique, physique. Exactement. Familial, le cercle social qui s'agrandit. C'est ça. Pratiquer un art martial, en fait, comme un sport quelque part, hein, mais ça développe plein de capacités et de compétences, qu'elles soient psychiques, sociales, physiques, qui sont juste importantes dans la vie d'un homme, tu vois, aujourd'hui. Quand je dis d'un homme ou d'une femme, peu importe, hein, mais qui sont juste essentiels pour juste vivre bien, ouais. tu vois, et faire face aux difficultés de la vie, que ce soit dans le monde professionnel ou que ce soit dans ton monde familial, peu importe. Mais pour moi, c'est être fort, hein, mais pas fort au sens le muscle. Il y a le muscle. Ouais. Oui, il y a aussi cette composante physique dans un art martial, bien sûr. Tu développes tes capacités musculaires, ton endurance musculaire, ton cardio, ta souplesse, toutes les qualités athlétiques qui vont faire de toi un bon pratiquant. Et en ça, tu vois, les mecs qui font des sports de combat, les athlètes, j'entends, tu vois, et même monsieur tout le monde, parce que tu peux faire un sport de combat sans forcément faire de compétition, mais c'est eux qui m'inspirent plus, tu vois. Tu vois, c'est ces mecs-là qui travaillent aussi, non pas que sur leur technique, mais qui travaillent aussi sur leur corps. Et c'est pas toujours facile, tu vois. Il y a pas longtemps, j'entendais encore un podcast de Cyril Diabaté qui faisait et qui témoignait de son parcours de pratiquant. C'était un des pionniers du MMA. Ouais, du MMA, français. et le mec, il en a passé des heures, et mentalement, c'était pas facile, tu vois, et physiquement et mentalement, tu vois. Et mentalement aussi, c'est ça. C'est ça aussi que ça t'apporte, tu vois. C'est être fort physiquement, mais être fort aussi mentalement. C'est ça que t'apporte aussi les arts martiaux, et ouais, que ce soit dans des pratiques, je sais pas, ça développe plein de capacités mentales, ou par exemple, ne serait-ce des trucs tout basiques, comme ne serait-ce que la mémorisation, tu vois. Dans les arts martiaux qui pratiquent des formes, les katas ou le taolu dans les arts martiaux chinois, où tu dois mémoriser des mouvements, mine de rien, entretenir cette plasticité du cerveau, là, c'est intéressant, tu vois. À l'autre bout du spectre, dans le développement mental, fais un sparring, fais un combat, et tu dois faire face à
à ce qui se passe, quoi, tu Ouais. vois, quand tu bouges. Tu dois t'adapter. Exact. Tu vas jamais pouvoir placer la technique que tu avais en tête. C'est ça, tu vas dois devoir, faire face à de la frustration, à gérer tes émotions parce que le mec en face, il te secoue. Il y a un gros travail du mental aussi, tu vois, quand Ouais, tu bien fais sûr. ça. Donc, ouais, c'est être fort dans une globalité, c'est ça que j'entends par être fort, tu vois. Et au final, c'est ce que tu apprends dans les arts martiaux, les sports de combat, toutes ces pratiques-là. Alors bien sûr, certains vont chercher un peu plus loin, hein, tu vois, dans leur pratique, bien sûr, mais c'est très complémentaire dans la vie de tous les jours, en fait. Et ça te permet de faire face à des situations dans la vie qui peuvent être compliquées. Ouais, c'est Ouais, ce que tu c'est se apprends, forger, quoi. ce que tu apprends sur le tatami ou dans la salle, ça se retranscrit très bien dans la vie de tous les jours. L'adaptabilité, la mobilité, le niveau de stress, comme tu dis, face à une situation au travail ou en famille, c'est toujours utile et ça te complète en tant que personne. Exact. Donc voilà, je pense que les arts martiaux à ce niveau-là, pour l'épanouissement de l'être humain dans sa globalité, Ouais. c'est hyper important, quoi. Ça devrait être gratuit de la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'à la fac. Ouais. Ça devrait être enseigné comme ça. Là, tu prêches pour ta paroisse, hein, c'est pas tout à fait. Votez pour moi en objectif. 2072. Non, mais voilà, pour moi, c'est loin d'être obsolète. L'aspect peut-être obsolète à laquelle je pensais, c'était sur des questions, par exemple, sur voilà une attaque au couteau, sur quand quelqu'un Ouais. a une arme à feu. Voilà, tu peux Mhm. avoir fait 15 ans de Wing Chun, de Aikido, de MMA, de tout ce que tu veux. ouais. C'est très compliqué, donc. C'est extrêmement compliqué. Mais après, tu vois, on a peut-être tendance exactement sur ces thématiques-là, tu vois, et se dire avant ça n'existait pas et en fait maintenant il y a les armes à feu qui sont là, mais en fait les armes à feu ça existe déjà depuis longtemps, mine de rien, tu vois, et Quelques siècles, ouais. Et sans parler d'armes à feu, mais depuis que l'humanité existe et depuis qu'on a un peu commencé à travailler le fer, on sait faire des couteaux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et finalement, les agressions au couteau, elles datent pas d'hier. Et les arts martiaux, ils existent depuis longtemps. Et à notre époque moderne, mine de rien, on en a beaucoup, tu vois. Et c'est pas une problématique qui est récente, je pense. Tu vois, ça a toujours existé des gens qui étaient armés devant toi et où il faut faire un choix. Toi, t'es armé, ok, tu peux te défendre, ou t'es pas armé, qu'est-ce que tu fais? Tu t'essayes de faire quelque chose ou tu es plutôt dans la négociation, tu vois, la soumission. Mais c'est pas moderne comme problématique, tu vois. Et ça me fait penser, tiens, aux origines un peu de la self-défense, on va dire moderne, tu vois, bien avant l'heure du Krav, de techniques modernes. Je pense à, on s'appelle le truc anglais là, combative, urban combative, je crois, un truc comme ça. Bon, enfin bref, il y en a des tonnes maintenant, mais aux origines un peu de la technique d'autodéfense, self-défense moderne, t'as les premiers pionniers en Europe en tout cas. T'as un gars comme il s'appelle, je l'ai noté, c'est Brighton White, je crois. Okay, je ne connais pas. Si, tu connais Barton White, ouais, voilà, c'est ça. Edward Barton White, qui a été popularisé, enfin, sa technique qui a été appelée le Bartitsu, de son nom de famille. Ouais. Son nom de famille, c'est Bart. Ok. Tu vois, Barton White. Et en fait, c'est un gars, donc on est à la fin du 19e siècle, tu vois, les années 1890, 1900. Et c'est un gars qui a fait, qui existait en Europe. C'est-à-dire, boxe anglaise, savate, chausson, voilà, qui avait les arts martiaux, les arts de combat, on va dire, européens, qui étaient récents, qui dataient de plusieurs dizaines d'années, tu vois. C'était un Anglais qui était ingénieur et qui est parti au Japon et qui a aussi pratiqué les arts martiaux japonais. Donc, technique de jujitsu, tu vois. Et
c'est un des gars qui a invité les premiers japonais à venir en Europe et à présenter leur discipline. Et il a fait de son nom de famille, il a pris le Itsu de le Jiu-Jitsu. Itsu, voilà, et ça a fait le Bartitsu. Ok. Bon, il est pas le seul, hein, il y en a eu quelques-uns qui ont fait ça en Europe, mais lui, il a été particulièrement connu, et le Bartitsu a été notamment connu parce qu'il a été popularisé dans les romans de Sherlock Holmes. Et dans d'accord. Sherlock Holmes, c'était un pratiquant de Bartitsu. Mais c'est pas Robert Downey Jr. Sherlock Oui. Holmes? Il fait pas du Wing Chun du coup, Sherlock Holmes? Alors pour le coup, oui, les versions, les films modernes de Sherlock Holmes, il est censé faire cet art martial là, tu vois, dans le film, mais en effet, Robert Downey Jr. qui est un pratiquant de Wing Chun, ligné William Chung, et qui a d'ailleurs c'est son sifu dont j'ai oublié le nom, mais qui a, Omar, je crois. Sifu Omar ou un truc comme ça. ouais, je crois que tu as raison, ouais, qui a été alors peut-être pas chorégraphe, mais au moins consultant pour au moins le premier film de Sherlock Holmes, me semble-t-il. Et où, en effet, dans le film, tu peux reconnaître des mouvements de wing dedans, c'est clair, mais il est pas censé faire du wing. Il fait du Bartitsu. Non, voilà, il est censé faire du Bartitsu. Et punaise. pourquoi je parlais de ça? Parce que c'était un des pionniers. Ouais, c'était un des gars des système de combat. pionniers self-défense, et tu vois, dans sa pratique, donc quelque part, c'est un peu ce qu'il propose. Tu peux trouver des manuels facilement c'est du domaine public, tu vois, tu peux trouver facilement des manuels sur ça. Et ce qu'il présente, c'est un espèce de mix. Quelque part, c'est un peu même avant l'heure, tu vois, mix martial arts avant l'heure, tu vois, où ce gars, il mélange un peu technique de boxe anglaise avec des techniques, on va dire savates pour les jambes, avec des techniques de clé et de projection qu'il a appris des arts martiaux japonais. Et c'est ce qu'il présente dans je crois que c'est paru dans des journaux, tu vois, au début. Ok. Et il présente ça, et à cela il ajoute la canne. Tu vois, la canne de combat, ouais, parce qu'à l'époque c'était un objet du quotidien, c'était pas que pour les vieux monsieur. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un truc de mode, quoi. En mode, ouais, c'était tout le monde avait la canne et le chapeau qui va avec, et voilà, donc la canne était quelque chose que tu avais dans la main au quotidien. Donc la canne de combat qui est toujours un héritage que tu peux trouver dans certaines écoles en France. Bon, voilà. Ouais, mais c'est originaire de France, ça, la canne. Je pense. Canne de combat. Je dirais. Alors oui, je pense. En effet, il faudrait que je regarde, mais précisément. Mais en tout cas, voilà. A priori, c'était un peu étendu sur le territoire européen. Et ouais, j'évoquais ça parce qu'en fait, à l'époque, il parle déjà de quelqu'un qui t'agresse avec un couteau, quoi. Ok. Il en parle et il propose des choses, bon, voilà, Il va te désarmer avec la canne, c'est ça? Ouais, ou un truc que j'ai vu, c'est il a une veste, il sort une veste et il la met sur la tête du gars, ou il enroule la manche, enfin. Bon, voilà, c'est bien sûr discutable, mais en tout cas, ça date pas d'hier. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça date pas d'hier, et être face à quelqu'un qui a une arme, et qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est pas une problématique qui est très actuelle, en fait. Elle a toujours existé. Après, à savoir, est-ce que en proportion, ça existe plus maintenant qu'avant? On sait pas, oui, parce que les moyens de récolter les chiffres, etc., n'étaient pas les mêmes à l'époque. Ouais, les stats et tout, voilà. c'est toujours un peu compliqué. Après, il est clair que si tu regardes des chaînes comme BFM et CNews toute la journée, c'est beaucoup plus tu peux te médiatisé, dire qu'en effet, ces histoires-là sont maintenant beaucoup plus médiatisées peut-être qu'avant, et que tu peux avoir l'impression que le monde est plus dangereux qu'avant, mais pas sûr, vraiment pas sûr de ça, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est la problématique de la self-défense, finalement, elle a toujours été un peu là, quoi, tu vois, et face aux armes aussi, tu vois. Ouais. Donc voilà, ouais, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, mais qui moi m'interpellait aussi, quand je disais être plus fort, tu vois, développer capacité athlétique,
liées à ta pratique, développer les capacités mentales qui vont avec, bien sûr, mais c'est aussi, je trouve, quand tu fais des arts martiaux, s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus large et par exemple l'hygiène de vie, tu vois. Oui. Et ça semble pas forcément compatible si tu te donnes à fond dans une salle, que tu te prépares pour une compète, Ouais. ou même sans parler de compète, que quelque part tu te détruis un peu la santé à côté en faisant pas trop attention à ta consommation d'alcool Ouais. ou de cigarettes ou voilà d'autres substances, tu vois. Donc pour moi c'est pas tellement compatible. Oui. Après, ça dépend parce que l'hygiène de vie chez même chez les athlètes de haut niveau, comme tu as Ouais. dit, de MMA, etc. J'en ai un qui me vient en tête, un Anglais de Liverpool, Paddy Pimblett, Ouais. qui à chaque combat, Il se met une murgeon. Non. C'est pas ça. Mais à chaque fois parce qu'il fait un cutting, il est, je sais Ouais. plus, chez moins de 77 ou moins de 70. Ouais, avant la pesée, il est obligé de faire le Voilà, cutting et moins tout, de bien sûr. 70 et tout. Ouais. Et une fois qu'il a fait son combat, etc., il va monter jusqu'à 90, quoi. Ouais. Et quand les Ouais. journalistes lui avaient dit, oui, est-ce que les abdos, ça te manque pas, Ouais. etc., il dit, je préfère avoir le diabète et Sérieux, et ouais. être heureux que être avec les abdos, etc. Donc, faire des cuttings comme ça et reprendre du poids aussi rapidement, Ouais. je pense que pour un athlète comme ça, ça peut être dangereux. Mais après, oui, pour quelqu'un de lambda, Ouais. quand on prépare la compétition, on doit faire attention, etc. Après, c'est à nous d'avoir la discipline de pouvoir garder ça tout du long, même sans faire de compétition, et parce qu'on peut pas se murger ou Ouais. se prendre des McDo tous les jours pour aller faire le sport. Au final, Ouais, ça doit rester exceptionnel, se faire Bien plaisir. sûr. Bien sûr, ça fait partie de la vie, tu vois. Faut Ouais. se faire plaisir de temps en temps. Mais tu vois, si je regarde un peu les élèves de l'école, enfin, maintenant, en 2025, mais si je prends juste mon parcours de pratiquant d'arts martiaux, je pratique depuis que j'ai 16 ans. J'en ai 40, là, tu vois. De manière générale, tous les gars que j'ai rencontrés, et ça en fait quelques-uns, tu vois, Ouais. les gars essayaient quand même d'avoir une hygiène de vie assez correcte, tu vois. Ouais, Donc ouais. faire gaffe un peu à ce que tu bouffes, faire gaffe à ce que tu consommes, voilà. Je pense que ça peut aussi t'amener vers ce terrain-là, t'intéresser à la nutrition, par exemple, tu vois. Ouais. Juste en tant que pratiquant, même si t'es pas un compétiteur, mais tu as envie, enfin, je sais pas, mais en tant que pratiquant d'arts martiaux, j'ai pas envie d'être dans la Médiocrité. Ouais, on comprend au montage. Médiocrité. Ouais, tu as envie de donner le meilleur, tu vois, Ouais. d'arriver au maximum de tes De ta compétences. forme, Ouais. pour pouvoir... Et faire gaffe aussi à ton alimentation et travailler un peu ton physique à côté. C'est, je trouve, bien intéressant, utile, il faut le faire, tu vois. Ouais. Et c'est un peu le panel de pratiquants que j'ai rencontré, c'était un peu ça, tu vois. Les gars, ils faisaient quand même un peu attention. Toujours un sifu un peu alcoolique dans un coin, quoi, tu vois, qui est un peu un penchant. On a tous aussi enfin voilà, c'est pas non plus une vision édulcorée, enfin le truc, mais voilà, je trouve que ça amène aussi à ça, un pratiquant sérieux, tu vois, qui vraiment s'investit dans sa pratique. Je le vois mal d'un autre côté détériorer son corps par une mauvaise hygiène de vie. Ouais. Tu vois, je le vois pas comme ça, tu vois. Oui. Bah, après, ça mène aussi certaines valeurs comme la discipline, le respect, etc. Ouais. Dans n'importe quel art martial, les sports de combat, donc Compétences sociales, donc. Compétences sociales. Le dernier truc qu'on n'a pas abordé, peut-être. Bah, savoir bien s'exprimer, échanger avec les autres, voilà, parce que quand on commence de toute façon une discipline, on est toujours un petit peu timide, etc.
Et Ça puis, peut. Après, tu peux aussi tomber sur des gens qui rentrent dans une salle de boxe parce qu'ils ont envie de castagner, tu vois. Ah ouais. Ah oui, c'est et possible. tu oui, vois, oui, à bien sûr. l'opposé, et Bien qui, sûr. au contraire, vont apprendre À se maîtriser. à se canaliser. Et puis, bon, je l'espère. En tout cas, c'est moi les bons coachs. J'ai pas rencontré beaucoup de coachs en anglaise, mais les peu que j'ai rencontrés, c'est aussi ce qu'ils prêchent. Ouais. Tu vois, je vois pas. On a souvent tendance, je trouve, à opposer les arts martiaux des sports de combat. Et pour moi, un bon sifu ou un bon coach d'anglaise, au final, c'est pareil. Ouais. Ouais, c'est pareil, il prêche les mêmes valeurs quelque part. Même si c'est pas des valeurs qui viennent de l'autre bout de l'Asie, mais c'est juste des valeurs humanistes, tu vois. Ouais. Et puis, ça amène un peu aux mêmes choses, tu vois. Donc, un pratiquant même de sport de combat, il a appris à se canaliser, il apprend à respecter ses sparring partners parce qu'il peut pas défoncer la gueule de tous les mecs dans la salle. Déjà, il va certainement à un moment donné s'en prendre une parce qu'on va pas le laisser faire. Et puis Puis il y aura plus personne après avec qui tourner. c'est ça. Sert à rien. C'est contre-productif. Si tu te ménages pas tes partenaires, t'as plus personne pour t'entraîner. Ouais. Donc savoir s'adapter aussi au gars qui est en face de toi, quoi, tu vois, et se fighter, mais avec respect. Et c'est ce qu'apprend aussi nos disciplines, parce que quelque part, quand t'es à l'entraînement, t'es en l'entraînement. Ouais. Et si tu dois faire face dans la rue, c'est autre chose. Ouais, bien Si sûr. tu dois faire face dans l'octogone ou sur un ring ou sur un tatami en compétition, c'est encore autre chose. Mais tu vois, l'entraînement, c'est toujours différent. Et il y a toujours quelque part un peu cette contradiction dans les arts martiaux, dans les sports de combat, où j'apprends à faire mal, j'apprends à maîtriser, nanani, nanana, mais quelque part, quand je suis à l'entraînement, je peux pas vraiment aller à chaque fois jusqu'au bout. Ouais, tu peux pas aller jusqu'au bout parce que ce que tu as appris justement va faire mal à l'autre. Ouais, je peux pas faire un Donc, trauma crânien ouais. tous les soirs à mes sparring partners parce qu'après Il y en a plus. il y en a plus. Voilà, il y en a plus. et puis c'est pas bon, tu vois. Voilà. Donc après bien sûr, il y a sparring et sparring, tu vois, les gars en anglaise, ils sont réputés pour avoir sparring plutôt hardcore, tu vois, et vraiment de s'envoyer des grosses mandales même à l'entraînement, et ça fait mal à la tête, tu vois. Donc d'autres pratiquants de sport de combat ont des sparring un peu plus light, tu vois, et ça me fait penser à une vidéo, je sais pas si tu l'as vu là, que j'ai partagé hier, je crois, Georges Saint-Pierre qui disait quand tu fais un sparring, lui, c'était à l'époque où il était compétiteur, quand il faisait des sparring, il était plutôt dans des sparring light et playful, tu vois, c'est le terme qu'il a employé, où tu joues, tu vois, où tu joues avec tes partenaires, où t'es pas dans la cage, t'es pas dans le vrai. T'as pas la même mentalité. Non, ouais, t'as pas tout cet impact que tu vas mettre dans une cage, parce que allez, là c'est le moment où tu dois sortir tout ça, tu vois, où tu dois sortir the beast, tu vois. Mais quand t'es à l'entraînement, t'es dans un autre état d'esprit. Et il disait, c'est là où tu apprends en fait, c'est là où tu peux tester des nouveaux trucs. Tu peux te tromper, tu peux. Exact. Et tu te fais un retour direct sur ok, j'ai essayé ça face à lui, ça marche pas. Bon, peut-être que ça j'abandonne, mais tiens, ça c'est bien passé. Tiens, ça je vais le garder, je vais essayer de le tu vois. Donc et c'est là où tu progresses. Ouais. C'est là où tu progresses, c'est là où je sais pas si toi en tant que pratiquant de jiu-jitsu brésilien, sport de combat, parce que il y a aussi de la compétition, tu en fais. Est-ce que il y a cette idée quand tu fais du sparring en JJB, est-ce que tu es vraiment sur la gagne? Est-ce que l'ego prend le dessus, ou est-ce que tu es plutôt dans le jeu, tu vois? Alors ça dépend de mon humeur. Ça dépend. J'ai envie de répondre à cette question par oui et non. Ouais. Mais
Non, bien sûr, il y a des parties de cours ou des parties de sparring où vraiment c'est en mode flow, light. On essaye de placer, hop. On essaie de prendre le dos. Une fois qu'on a pris le dos, hop, c'est à lui de se retourner pour et ainsi de suite. On échange de manière, sans dire bon maintenant à toi, etc. Oui. Tu vois, si on laisse, hop, après petite pause, après on suit. Donc ça se fait des entraînements comme ça en mode flow. Mais après quand tu as la possibilité de faire des sparring à la fin du cours ou après le cours quand t'as quelques minutes, etc. Tu sors un peu du cadre. Voilà, mais j'ai envie de dire, oui, j'aimerais bien être, mais je pense pas que je suis assez mature dans mon jeu et expérimenté pour me dire, je vais y aller flow pour essayer telle technique et tout. Je suis en train de m'y mettre en me disant, bon, je vais partir d'en bas pour travailler sur mes points faibles, etc. Mais bon, ça me fait chier de taper, quoi. Donc des fois, je tape pas. Alors que j'aurais dû taper. Là, quand tu dis taper, pardon, voilà, d'abandonner, donc j'ai pas envie de mais c'est purement de l'ego, quoi. Et cet ego, c'est bien de s'en débarrasser, de dire bon, t'as un entraînement, il t'a pris, cheville, étranglement, clé, peu importe. Et ben tu tapes et après vous recommencez pour les 2-3 minutes qui restent. Donc voilà, c'est un travail que je dois faire encore, n'est-ce pas? Quelque part, là tu carrément sur un travail physique, bien sûr, technique, tout ce que tu veux, mais c'est aussi mental. Tu vois, tu travailles sur l'ego, comme tu dis, tu vois, donc carrément. Ouais. Et peut-être un dernier truc que moi, en tout cas, je voulais aborder, hein, donc les arts martiaux. Alors bon, peut-être plus particulièrement sur les arts martiaux asiatiques, en effet, mais ça t'ouvre aussi à une autre culture, tu vois, de manière large. Et moi, ces dernières années, ça m'a beaucoup donné envie de m'intéresser à la langue cantonaise, tu vois, par exemple, parce que en tant que pratiquant de Wing Chun, déjà j'avais envie de parler correctement à mes élèves et d'utiliser les bons termes, les bons termes avec le cantonais le plus juste que je puisse produire. Donc j'avais ce souci-là, tu vois, et de bien prononcer, tu vois, les termes, mais aussi comprendre davantage la culture cantonaise, parce que Wing Chun vient de là, et quelque part remettre un art martial dans sa propre culture aussi, c'est aussi mieux le comprendre, tu vois. Ouais. Et un truc qu'on a déjà évoqué, mais enlever tout ce qui vient de l'Asie, qui nous paraît parfois super mystique, tout ça. Ouais, ça nous paraît peut-être comme ça parce que justement la culture on la connaît pas, mais quand tu la connais un peu mieux, tu te rends compte que c'est juste normal dans cette culture-là, tu vois. Donc aussi pour ça, je trouve, pratiquer les arts martiaux, ça te permet de t'ouvrir aussi et de découvrir de nouvelles cultures, la langue, comme t'as dit. Ça se fait beaucoup aussi avec les arts martiaux japonais, hein. Pas mal de gens vont là-bas pour X, Y, Z raison, comme on a pu en parler. Mais oui, ça permet d'ouvrir un petit peu le champ des possibles, de s'intéresser à différentes cultures, tout à fait. Voilà. Donc, les arts martiaux sont-ils obsolètes? Non. Donc non, je crois que non. De notre point de vue, en tout cas, après tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on aurait pu dire autre chose? On a fait un tour assez large, hein, non? Assez large. Je pense que on a pas mal. Je suis sûr qu'il y a encore des choses à dire. Bien sûr, on en redira dans un prochain podcast. Mais on va s'arrêter là. Oui. Voilà. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.